en Belgique. Il faut savoir que la Belgique est un pays assez particulier. Il est en Europe, il est assez petit. Vous voyez sur la carte, enfin j'espère que si on baisse un peu l'abat-jour, ça va aller mieux pour mieux visualiser pour la lumière. Merci. La Belgique, c'est un pays de peu près 30 000 km² pour se représenter par rapport au Canada, par exemple, ou au Québec. Il y a 11 millions, un peu plus d'11 millions d'habitants. Et la particularité, c'est aussi d'avoir un public, une population qui parle 3 langues, enfin séparément, soit le néerlandais, le français ou l'allemand. C'est aussi une structure assez particulière, donc ça veut dire aussi qu'au niveau de l'inspiration que vous pourriez avoir pour vos pays ou vos régions dans différentes contrées, ici on est assez célèbre pour nos compromis à la belge et aussi pour avoir des systèmes un peu particuliers. Donc si on peut le faire en Belgique, normalement on peut le faire partout. Nous avons par exemple dans ces 3 communautés, vous voyez la Wallonie, c'est la partie qui n'est pas la plus peuplée, mais c'est là d'où je viens, je suis à Liège et dans la Wallonie. Vous avez au centre une zone assurée, là où vous avez très petit, vous voulez de façon extrêmement petite, une zone assurée qui vous... Oups, la mince, qui est la région de Bruxelles, capitale. Bruxelles est la capitale de la Belgique, et là on y parle 2 langues, en tout cas officiellement. Alors, ça veut dire aussi qu'au niveau de la partie du pays, il y a une spécificité, c'est qu'il y a aussi plusieurs gouvernements selon les différentes régions. La région flamande, la région wallonne et la région Bruxelles-Capitale. Ça veut dire au niveau du plan d'intégration des technologies dans l'éducation, des décisions qui viennent d'un peu partout, selon l'endroit où vous vous trouvez. Ça se complique encore plus par la suite, mais je ne veux pas vous faire un cours sur la Belgique, ça c'est pas mon intention. Je dirais quand même que la devise du pays, c'est « l'union fait la force ». Il y a des séparatistes, mais enfin bon, l'union fait la force, on est toujours bien là. Cet exposé va parler de l'intégration des technologies de l'information et de la communication dans l'éducation. Je commencerai par parler un peu de politique et des acteurs qui sont concernés, parce que dans une approche systémique, il est effectivement très important d'avoir une vue d'ensemble de qui joue dans cette problématique-là. Je parlerai également de la formation initiale et continuée des enseignants à différents degrés, des usages pédagogiques des technologies et de l'équipement qui est actuellement dans les écoles. Mais ça, je me centrerai sur la partie wallonne, donc sur la partie francophone du pays. Je releverai différents facteurs facilitateurs et freins qui ont été identifiés, notamment suite à ce qu'on appelle le nouveau plan TIC, Horizon 2020, donc on a eu différents plans d'équipement, de formation, etc., des écoles, et la perspective actuelle, c'est ce fameux plan école numérique. Puis je terminerai par quelques perspectives vers 2020, et vous pourrez constater que dans différents pays, il y a effectivement des choses qui se ressemblent pas mal. La politique et les acteurs concernés. En fait, on peut dire que la Belgique, forcément la Wallonie aussi, s'aligne assez bien sur les politiques de l'Union européenne, du Québec et d'autres, que ce soit à partir du sommet de Lisbonne, si je reprends que 14-15 ans en arrière, on pourrait revenir encore plus loin. Il y a des réseaux européens comme Euridis, il y a des rapports européens, il y a des organisations, tout ça. Et puis, il y a à un niveau plus local, l'Agence wallonne des télécommunications qui fait des enquêtes, qui reflète un petit peu ce qui se passe, qui prend la température au niveau de ce qui se passe dans la région wallonne. Il y a aussi toutes ces importances reconnues au niveau éducatif et sociétal, au niveau des technologies. Et comme ce que j'ai pu entendre aujourd'hui, je pense qu'on est assez bien dans la même logique, mais à nouveau, il faut quand même se rendre compte que dans différents endroits, il y a aussi des cultures et des besoins différents. Mais nous sommes ici en lien avec les valeurs et les types de compétences à développer chez le citoyen ou chez l'apprenant, c'est-à-dire des valeurs qui prônent l'autonomie, qui prônent l'esprit critique, qui prônent la collaboration, etc., mais aussi donc, ces fameuses compétences dites transversales. Il y a aussi ce qui est reconnu au niveau de l'école, c'est vers cela que l'on tend à aller, mais ce n'est pas toujours non plus chose tout à fait simple. L'accent est mis sur l'équipement des écoles, notamment au travers des différents plans, l'insertion des utilisations pédagogiques des TIC dans les pratiques de formation,
et sur la formation initiale et continue des enseignants. Quand je dis que l'accent est mis là-dessus, ça ne veut pas dire nécessairement que tout est déjà réglé. Ce serait peut-être trop beau. Dans les enquêtes menées par l'Agence wallonne des télécommunications, dans les baromètres d'éthique, on voit en tout cas que les Wallons, plus de 8 Wallons sur 10, en tout cas, estiment que l'éthique devrait être maîtrisée à l'école primaire ou au secondaire. Ça, c'est un indicateur. La préoccupation est bien présente parmi les personnes, en tout cas, qui ont répondu à l'enquête. Ils étaient assez nombreux. Au niveau citoyen, il y a aussi des souhaits. Hein. Ceci est la preuve, je vous disais, il y a ces souhaits au niveau citoyenneté, de vraiment inclure, de lutter contre ce qu'on appelle notamment la fracture numérique, de détecter aussi différents facteurs de vulnérabilité numérique. Donc il y a des aspects qui sont plus liés à la citoyenneté, mais qui sont normalement aussi à voir à l'école. Il y a aussi, et c'est important dans le cadre de ce type de conférence, c'est de voir qu'il y a la promotion des technologies portables et mobiles pour accéder à la culture numérique et à ses bénéfices. Donc les technologies mobiles, on le vend en poupe. Je pense que c'est intéressant, je vais quand même faire une petite parenthèse, c'est intéressant, mais à nouveau, il faut voir pourquoi en faire. Ce n'est pas des équipements absolument nécessaires, mais l'important, c'est ce qu'ils permettent de faire, que ce soit des supports mobiles ou non. Ce sera toujours pour moi le scénario pédagogique et les compétences à développer qui sont à réfléchir avant tout. Je ferme la parenthèse parce que j'aurais tendance à faire les conclusions déjà avant de développer tout cela. Je pense qu'il est intéressant d'aligner les intérêts et les enjeux des différents acteurs. Et les acteurs, ils sont assez nombreux. Ce qui manque le plus souvent quand on veut intégrer les technologies dans des écoles, par exemple, hein, ou dans des centres de formation ou ailleurs, c'est un manque de coordination, d'alignement des intérêts et des enjeux des différentes personnes. Alors, au niveau des systèmes, on a le niveau politique, bien sûr. Si on prend la région wallonne, donc la partie francophone du pays, eh bien, on a des décideurs, mais chez nous, il y a des ministres de l'éducation. Il n'y a pas un ministre, il y a plusieurs ministres. Hein. Donc, vous voyez, au niveau de l'alignement des enjeux et des intérêts, hein, outre les problèmes politiques, hein, les coalitions, tout ça, eh bien, il va falloir aussi aligner tout cela. Il y a aussi des ministres du budget, bien sûr, c'est toujours le nerf de la guerre, hein, le temps, l'argent surtout, et puis après, c'est le temps. Et donc, ces ministres vont notamment intervenir en termes délier des budgets pour l'équipement, pour des formations, aussi pour la recherche. Il faut savoir qu'en Belgique, il y a aussi des réseaux d'enseignement, c'est ce qu'on appelle des pouvoirs organisateurs. Ça complexifie encore un peu plus les choses parce qu'il n'y a pas simplement un bloc où on dit, bon ben voilà, on aurait un ministre de l'éducation, puis des filières d'enseignement, tout ça. Non, il y a encore des personnes qui doivent se concerter et qui ont parfois des programmes assez différents. Au niveau... Donc, il faut aussi aligner les enjeux, essayer de se parler, de collaborer entre ces personnes. Au niveau des institutions scolaires, il y a bien sûr le personnel de l'établissement. Je pense qu'on souligne dans toutes les études, dans toutes les conférences que vous avez pu entendre jusqu'à ce jour, l'importance du soutien de la direction, du soutien des autorités. Le fait aussi, il y a ces enseignants, avec des enseignants qui sont pour les technologies, contre, moyennement intéressés. Donc, il y a des choses à faire quant à leurs attitudes, leurs facteurs personnels, leur formation. Il y a ce qu'on appelle les éducateurs, c'est les personnes qui s'occupent aussi de qui occupent diverses fonctions dans l'institution. Il y a des personnes ressources qui sont aussi mises en charge, qui ont pour charge de s'occuper de la gestion de cybercentres, par exemple, ou qui sont personnes ressources en pédagogique au niveau des technologies. Ça existe, bon an, mal an, dans différentes écoles. Bien sûr, il y a les apprenants avec des différentes compétences à développer chez eux, avec aussi toutes leurs caractéristiques individuelles. Puis il y a aussi, hors institution, nous avons aussi des personnes qu'on appelle les inspecteurs, qui viennent voir si tout se passe bien, si on respecte bien les programmes d'enseignement, des conseillers pédagogiques. Et ce n'est pas tout, parce qu'il y a aussi, toujours dans cette approche systémique et dans tous ces acteurs qui jouent dans ce jeu de l'introduction des technologies, il y a aussi tout ce qui se passe au niveau de la formation des formateurs, c'est-à-dire
des enseignants, hein, les formateurs qui sont les futurs enseignants. Il faut savoir qu'au niveau de la Belgique, en formation initiale, la formation initiale des enseignants, elle se passe dans ce qu'on appelle des hautes écoles. Les hautes écoles, c'est des écoles d'enseignement supérieur de type cours, c'est un bac plus 3, ou ça peut aussi se passer à l'université, dans ce cas-là, c'est un bac plus 5. La formation continue, elle, c'est un peu différent. Là, il y a toute une série d'organismes de formation continuée ou d'universités qui sont présents, qui sont des opérateurs de formation, donc qui offrent diverses formations qui sont plus ou moins reconnues à nouveau par les écoles ou les ministères, etc. Il y a aussi, dans la formation continue, le développement de réseaux d'enseignants. Je ne dirais pas nécessairement de communauté de pratique, parce que là, j'ai tendance à dire que c'est encore autre chose, hein, mais bon, disons des personnes qui entrent en relation, qui partagent quand même certaines choses. Alors, il y a aussi les chercheurs. Je ne vais pas m'oublier en tant qu'enseignante et chercheuse aussi. Bon, on a des chercheurs universitaires, on a des enseignants-chercheurs en éducation et en technologie. Donc, c'est un peu l'alignement des intérêts de toutes ces personnes qu'il va falloir considérer, parce que là où ça fait défaut, si on n'est pas au courant, si on n'a pas des enjeux, des intérêts à intégrer les technologies, si on ne partage pas tout ça, c'est beaucoup plus difficile. Il y a différents plans qui ont été mis en œuvre. Alors, c'est pour ça que je vous demandais de vous rapprocher. Donc, n'hésitez pas à vous approcher si vous ne voyez pas, parce que je n'ai pas refait plus grand. Il y a eu différents plans. Alors, donc, si vous considérez la région wallonne, alors je pense que c'est ici et là, oui, la région wallonne, la région Bruxelles-Capitale, et puis ce qu'on appelle actuellement la Fédération Wallonie-Bruxelles. Hein, c'est pour vous situer un petit peu là où ça joue. Vous voyez qu'il y a des plans différents, en fait. On va s'attarder sur les cercles verts, notamment. Eh bien, par exemple, dans la région wallonne, il y a eu en 1998 un plan appelé plan cyberécole. Et en parallèle, dans la région Bruxelles-Capitale, vous savez, le petit point tout au début qu'on voyait au milieu là, sur la carte, eh bien, c'est un plan qui s'appelle un plan multimédia. Ce plan, il a continué par la suite. Le plan cyberécole est devenu le plan cyberclasse. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? Dans le plan cyberécole et dans le plan multimédia, on a équipé des écoles. C'est bien, bon, ça va. Telle école, on a envoyé une série d'ordinateurs. Pas les mêmes dans le primaire et dans le secondaire. Ça aurait pas été belge, ça aurait été trop simple, ça. Enfin, ne portons pas trop de jugement quand même. À Bruxelles, c'est différent, c'est à quelques kilomètres, hein, vous avez à nouveau d'autres matériels, etc. Vous allez me dire, mais c'est pas le matériel qui compte. C'est vrai, c'est pas le matériel qui compte. Je pense que oui. C'est surtout ce qu'on en fait, oui, mais pour favoriser les échanges, ce n'était pas nécessairement la chose la plus facile. Puis est venu en région wallonne le plan cyberclasse. Alors, le plan cyberclasse, il devait commencer en fin 98 et se terminer en 2006. Il a pris un peu de retard, mais ce n'est pas grave. Il a permis aux écoles, mais là, aux écoles qui le demandaient. Ça, on a déjà progressé. Donc, vous voyez, on a vécu, je vous reprends un petit bout d'histoire, là, pour vous dire qu'on a vécu, outre d'autres plans antérieurs, ce côté, on équipe, on envoie des ordinateurs dans les écoles, des vidéoprojecteurs, on essaye de mettre des connexions Internet plus ou moins valide, en tout cas là c'était il y a 15 ans, donc on a encore des excuses. Et puis on a aussi dégagé des personnes ressources, ça c'est très important, des personnes ressources pour s'occuper des cybercentres, des cyberclasses, des cybercentres. Il y avait des personnes qui avaient une partie de leur temps dégagée. Là c'est intéressant, et ces personnes, je veux dire, elles ont aussi eu de très bonnes initiatives parce qu'il y a eu un réseau qui s'est constitué. Il y a eu un réseau, l'association des personnes ressources antiques, le réseau aprétique qui s'est constitué, qui a permis des échanges entre collègues. Mais donc, les années passent, ne se ressemblent pas totalement, puisqu'avec le plan cyberclasse, on équipe, mais à la demande. Et là, on peut quand même commencer un petit peu à choisir du matériel en ayant quand même certains types de matériel disponibles. Et puis, actuellement, depuis 2011, on a ce fameux plan TIC Horizon 2020 avec un projet qui s'appelle École numérique. Je ne vous parlerai pas du plan stratégique qui était en parallèle, qui doit être revu, etc.
pas possible, ça. Bon, donc je vous en parlerai absolument pas. Je me focalise sur le plan cyber-école. Je vous dis que l'équipement au niveau en tout cas des ordinateurs, il est tout à fait en croissance, au niveau des vidéoprojecteurs aussi. Que la formation initiale et continue des enseignants, eh bien, elle va dépendre à nouveau de différents décrets du ministère. Alors, je vais me focaliser plus sur le volet de la formation des maîtres, la formation des enseignants du primaire et des enseignants du début du secondaire. Il y a aussi d'autres perspectives, mais c'est formations qui se déroulent dans les hautes écoles. Actuellement, dans la formation initiale des maîtres, il y a un cours qui s'appelle Apport des médias et des TIC en enseignement et aussi utilisation de l'ordinateur. C'est un cours qui fait 2 fois 30 heures. C'est en tout et pour tout ce que les enseignants ont comme formation durant leur formation initiale, en tout cas formation proprement dite au TIS. On s'est aperçu aussi qu'il y avait un manque, il n'y avait pas de curriculum de formation, de référence qui était présent pour ce type de cours, ce qui a fait que dans le cadre d'un réseau qui s'appelle le réseau Format ITIS, c'est un réseau qui existe depuis une quinzaine d'années, qui met ensemble des professeurs de haute école intéressés par l'introduction des technologies, il les met en réseau et il y a un des axes qui a été de développer de façon participative un curriculum pour le cours en question. Ça aboutit à un guide de l'enseignant, donc ça a été conçu avec des profs, on trouve un référentiel de compétences, c'était très important, des exemples de fiches d'activité, différentes ressources commentées. Là, il est accessible en ligne, je ne vais pas vous le présenter en long et en large. La formation des enseignants du supérieur non universitaire, donc ceux qui enseignent dans ces écoles-là, ils ont une formation qui s'appelle en plus pour pouvoir enseigner. Hein, il y a un titre qui est un certificat d'aptitude en pédagogie de l'enseignement supérieur. Et là aussi, ces enseignants-là, eh bien, ils ont un petit bout de technologie qui est mis là, mais c'est vraiment très, 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 très peu. Donc, on a quand même de grosses difficultés vraiment à pouvoir dire qu'il y ait une formation initiale dans ce sens. La formation continue, elle, je vous ai dit, dépend d'opérateurs de formation. C'est généralement 1 à 2 journées de formation qu'on choisit parmi des programmes, avec les difficultés qu'on peut rencontrer de trouver aussi le soutien de la direction pour pouvoir dégager les enseignants pour qu'ils puissent partir en formation, etc. Alors, je vais faire un grand saut dans ma présentation. J'avais prévenu, mais je n'avais pas prévenu tout le monde dans ce réseau. Si on prend l'intégration des technologies à l'école, on peut se dire qu'il y a différents supports, différents usages, différents types de logiciels. Dans les supports, ça peut être des ordinateurs, des tablettes, des tableaux interactifs, des boîtiers de vote, du matériel de robotique pédagogique, etc. Ne restreignons pas tout quand même aux technologies mobiles, même si elles sont extrêmement intéressantes, portables et tout ça. Je crois que vous connaissez les avantages, vous connaissez peut-être aussi un peu les inconvénients de ce type de technologie. Mais donc, voyons un peu ce qu'on peut faire avec tout ça. Au niveau des usages, à préconiser, ce sont des usages notamment de production, de recherche d'informations, la communication, la collaboration, mais sans oublier non plus l'enseignement. Et ce qui est très important au niveau, ce qu'on observe de façon importante au niveau de l'enseignement, c'est surtout encore le fait d'utiliser ces types de supports, par exemple pour faire des exercices, des simulations, enfin les choses un peu classiques, je dirais, que l'on retrouve déjà depuis 20 ou 30 ans dans les pratiques des enseignants qui intègrent l'éthique. Il y a aussi tout le volet gestion de la classe, l'évaluation, etc. Au niveau des logiciels, donc des logiciels de bureautique, de plus en plus des logiciels de bureautique en ligne avec la possibilité de partager, donc ce qui donne un peu ce côté collaboration, donc courriel, simulation, exerciceur. On voit aussi beaucoup émerger l'utilisation de cartes conceptuelles, d'outils de sondage et aussi de e-portfolio ou de portfolio tout simplement constitués par ailleurs. Ce qui est très très important dans tout ça, c'est de voir vraiment le scénario qui est mis en œuvre. Donc vraiment pour faire une bonne intégration des technologies, il est important de recourir à un scénario pédagogique où vous allez pouvoir vraiment proposer les compétences qui sont
formations à poursuivre chez les apprenants, la méthodologie, les outils. Analyser la qualité de ces outils-là, c'est quelque chose d'important aussi à promouvoir dans la formation initiale ou dans des formations continuées, si on le souhaite. Parce que si vous avez un outil de mauvaise qualité pédagogique, si vous avez un outil de mauvaise qualité ergonomique, si c'est une mauvaise qualité ergonomique et il est très bon au niveau pédagogique, là, vous pouvez encore vous en tirer en donnant un petit mode d'emploi pour faire en sorte de surmonter ce type de problème. Mais enfin, bon, il y a vraiment toute une série de choses à faire, et c'est à travers la formation dans le cours AMTIS, donc apport des médias et d'éthique en enseignement, eh bien, le scénario pédagogique est le fil conducteur de la formation. J'ai préparé dans le diaporama une série de dias qui pourront être mises à votre disposition et qui résume les quelques éléments d'analyse suite à l'introduction de différentes technologies, notamment des technologies mobiles, du tableau blanc interactif, qui a été fait dans le cadre de l'école numérique. Donc là, vous retrouverez ce qu'en ont dit si ça vous intéresse, vous y trouverez ce qu'en ont dit les enseignants interrogés, les élèves interrogés, suite à l'implémentation de ces outils dans les écoles. Ce qu'on retiendra, notamment, outre le fait que quand on est coordinateur de projets, qu'il faut vraiment réfléchir au rôle qu'on a, comment les partager aussi à nouveau avec les autres collègues, ce qu'on retiendra, c'est vraiment ce côté de formation. C'est toujours le nerf de la guerre. La formation, même si elle est en cours, oui, tout le monde dit il faut former, mais il faut vraiment le faire. Il faut le faire, il faut donner les possibilités aussi aux enseignants de pouvoir le faire. Et il faut ni diaboliser les technologies, ni les mettre sur un piédestal, parce que c'est vraiment le scénario qui sera mis en place qui va permettre de le faire. Alors, il faut, je pense aussi, se mettre en réseau, mais se mettre en réseau, c'est pas si simple que ça. On dit oui, il faut partager, regardez, Format ETIS, il existe depuis 15 ans. Ah oui, mais il y a des hauts et des bas, c'est quelque chose aussi, on n'a pas toujours le temps, parfois, on observe aussi que les enseignants, ils ont un peu peur de partager, en disant mon produit n'est pas tout à fait fini, etc. Donc c'est vraiment une question d'attitude et de mentalité qu'il faut travailler. Donc toute une série de diapositives relatives au plan TIC, où il y avait 28 projets pilotes dans différents niveaux d'enseignement, donc du fondamental, de l'enseignement élémentaire jusqu'à l'enseignement supérieur. Et là, en fait, ce qui se passe, c'est qu'au niveau de l'originalité des projets développés, ça dépend aussi très fort du fait que les enseignants étaient ou non familiarisés aux technologies déjà. Et l'originalité, elle doit vraiment se trouver dans la façon d'intégrer les technologies. Vous avez entendu parler de substitution, d'adoption, etc. Oui, il y a des phases d'implémentation des technologies dans les écoles. Il y a des conditions de réussite, il y a des recommandations. J'ai trop peu de temps pour vous dire tout ça, pourtant je vois que quand même 17 minutes seulement notées sur mon... on n'a pas la même horloge, bon. Donc, Estron, l'ordinateur Estron, voilà, c'est toujours comme ça. Donc, des conditions de réussite, à la fois, il faut prêter attention à différentes choses. Je vous laisserai consulter les diaporamas parce que tout ne va pas nécessairement tout droit comme ça. Il y a des aspects de gestion du matériel. Il ne faut pas juste se dire on a le matériel puis c'est fini. Il faut se parler, il faut partager. Et notamment, mon but ici est de partager l'analyse méta. Ce n'est pas une méta-analyse, mais à partir de ce qu'ont dit les enseignants des différentes écoles à propos de ces technologies-là. Donc, vous y trouverez différents conseils. Plein de conseils, plein de recommandations sur le choix. Nous, en tout cas, au niveau du... Oui, vous ne regardez plus, d'accord ? Donc, au niveau du matériel, au niveau de la formation, c'est ici, au niveau de la formation, donc ce temps de préparation des scénarios pédagogiques, le choix de l'équipement, vraiment choisir ce qu'on veut, pourquoi on veut le faire, tout ça, eh bien, ce sera vraiment important à mettre en œuvre. Au niveau de la recherche, il y a aussi des choses à faire. Pourtant, on sait qu'au niveau de cette recherche, il y a vraiment... toujours cette tendance à dire oui, mais ça dépend, ou bien il n'y a pas de différence significative. Oui, c'est vrai, mais ce n'est pas pour ça qu'il ne faut pas en mener pour pouvoir, à partir d'études d'analyse de cas, de contexte et tout ça, pouvoir quand même mettre en évidence certains facteurs. Mais vraiment, la richesse et l'impact de ces technologies, eh bien, ça va vraiment dépendre
du contexte dans lequel ça se passe, des différents acteurs, de leur volonté. C'est vraiment ça que je voulais prôner, mais c'est difficile de le faire en 20 minutes. Voilà, je vous remercie.